celles et ceux qui ne connaissent pas le Collège des traducteurs de Lorraine, nous sommes une résidence pour traducteurs et traductrices à Wernitzhausen, dans le Zürcher Oberland. C'est à peu près à 1 heure de Zurich. Et on a depuis plusieurs années cette collaboration ici avec le Château de l'Avenue. On a le plaisir d'avoir 4 lauréats ici sur place. Et cette année, c'est Eli Alik, Alexei Volinov, Céline Leroy et Raphaël Segovia. Et on commence avec Eli Alik, que je vais vous présenter. Elle vient de l'Estonie, donc elle traduit du français vers l'estonien. Donc elle a traduit, entre autres, Louis-Ferdinand Céline, Alain Robbe-Grillet, Mathias Sénard, Michel Houellebecq. Elle est aussi membre de la section traducteur de l'Union des écrivains estoniens. Et elle dirige une revue qui s'appelle, en traduction française, La Voix du traducteur. Je ne m'aventure pas à essayer de prononcer l'estonien. Et elle est aussi chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de France pour tout ce qu'elle a fait pour la littérature française. Et actuellement, ici, elle travaille sur un livre de Louis-Ferdinand Céline, Guerre, donc des textes de Céline qui sont réapparus dans une valise en 2020. Et elle va nous en parler et lire un extrait, je crois. Merci. Voilà. Comme a dit Steven, ici moi je travaille sur le livre de Louis-Ferdinand Céline qui s'appelle Guerre. C'est sorti chez Gallimard en 2021, mais il faut dire tout d'abord que ce livre est le résultat d'une suite d'événements qu'on peut appeler tout à fait célinien ou célinesque, parce qu'en général, disons que même quand un écrivain n'a fait que choquer et scandaliser pendant toute sa vie, une fois qu'il est mort, il est comme un peu muséalisé, il y a une espèce de consécration ou une sacralisation tranquille, ce qui fait aussi que il ne nous est plus dangereux. Il ne nous atteint plus dans nos croyances, il ne nous dérange plus en fait. Mais avec Céline, ce n'est jamais comme ça. Déjà, quand il n'a pas eu son prix Goncourt en 1932, et il a eu son prix Renaudot, les portes claquées, les membres du jury partaient, puis même à son vivant, les articles critiques de ses œuvres, par exemple, pouvaient finir avec des menaces de mort. C'était comme ça. Puis quand il est mort, tout à fait par hasard, sa maison à Meudon a pris feu, bizarrement. Et puis jusque maintenant, on enlève en cachette, par exemple, les plaques qui sont attachés aux façades de maisons où il a vécu. Donc, il n'arrête pas de scandaliser jusqu'aujourd'hui. Et dans ce sens, l'histoire de ce livre est vraiment dans l'ambiance des choses. Céline, pendant son vivant, il s'est souvent plaint qu'on lui avait volé une valise avec des manuscrits à la libération de France, et on pensait que c'était encore un de ses délires. On pensait que il mentait ou que, en tout cas, c'était quelque chose qu'il ne fallait pas prendre au sérieux. Et puis tout d'un coup, en 2020, il y avait un critique de théâtre, Jean-Pierre Thibaudet, qui est arrivé chez un avocat avec plus que 5000 feuillets manuscrits de Céline. Il y avait effectivement 5 œuvres ou des fragments que Céline avait écrits après le voyage au bout de la nuit et avant Mort à crédit, donc disons au début des années 30. Et il s'est apparu qu'il n'a
pas menti. Puis il y avait toute une histoire avec les ayants droit de Céline. La police a dû s'en mêler. C'est bien célinien encore comme événement. Mais après toutes ces histoires rocambolesques, donc le livre est sorti chez Gallimard et on peut quand même on peut quand même dire que c'est un grand événement littéraire. D'abord, pour les Céliniens ou pour les gens qui connaissent son œuvre par cœur, évidemment, il y a tout simplement le fait qu'avec ce livre, nous avons une pièce manquante dans toute la chronologie célinienne. Avant, donc, on avait son enfance dans Mort-à-Crédit et on avait sa vie adulte dans Le Voyage au bout de la nuit, mais on ne savait pas très bien ce qui se passait quand il est allé à la guerre. Il en parle très peu dans Le Voyage au bout de la nuit et on sait qu'il a été blessé, mais comment et qu'est-ce qui s'est passé, en fait c'était un peu mystérieux. Et donc Guerre parle de cette blessure qu'il a eue et ce qui se passait après ça. Mais à côté de ça, il y a toujours ce Céline qui prend le parti des lâches et des fous. Et à cette époque-là, ça voulait dire qu'on refusait de se faire fusiller. Aujourd'hui, peut-être, si on essaie de définir ce que ça veut dire d'être lâche et faux, c'est quelque chose d'autre, mais en tout cas, il y a quelque chose de très vrai dans tout ce texte. Et puis, deuxièmement, ce qui est très intéressant, c'est que on a trouvé cette valise, mais on ne sait pas ce que Céline aurait fait en fait de ces textes. Ça ne ressemble pas à ce qu'il a publié de son vivant. Ce texte est beaucoup plus fragmentaire. Il y a des répétitions, des erreurs, vraiment des erreurs, puis des mots qui sont raturés. Il y a des mots aussi incompréhensibles. Donc, on peut on peut avoir plein de théories, mais on ne sait pas ce qu'on peut en penser. Est-ce que c'est un brouillon? Est-ce que c'est quelque chose que Céline aurait retravaillé? Parce qu'en général, quand il écrivait quelque chose, comme il disait, c'était comme s'il nettoyait une médaille sous le sable. Il retravaillait ses textes 100 fois avant qu'il soit vraiment content du résultat. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais en tout cas, que ce soit un brouillon ou que ce soit ce que Céline aurait vraiment voulu publier, il y a une espèce d'authenticité dans ce texte, malgré tout ce qu'on appelle, ou ce qu'on peut appeler ses défauts. Voilà, et comme je ne suis pas une très grande déclamatrice, et ce texte est assez difficile à suivre aussi, il n'y a pas de ponctuation, il y a des phrases qui sont un peu difficiles à déchiffrer. Je vais vous lire juste le premier passage du livre, juste le tout premier passage. C'est pour vous donner une idée de ce que ça donne. Et puis je vais vous lire juste la traduction de ce même passage en estonien, parce que personne ici ne comprend l'estonien. Et ça va juste vous donner une idée de la langue, mais comme ça vous ne vous endormez pas. D'abord, en français, c'est comme ça.
expliquer, donc, juste, il vient d'être blessé, il est inconscient, il est quelque part dans les champs de Flandre, mais on ne sait pas plus. Et voilà, il commence. J'ai bien dû rester là encore une partie de la nuit suivante. Toute l'oreille à gauche était collée par terre avec du sang, la bouche aussi. Entre les deux, il y avait un bruit immense. J'ai dormi dans ce bruit et puis la pluie bien serrée. Kersuzon, à côté, était tout lourd tendu sous l'eau. J'ai remué un bras vers son corps. J'ai touché. L'autre, je ne pouvais plus. Je ne savais pas où il était l'autre bras. Il était monté en l'air très haut, il tourbillonnait dans l'espace et puis il redescendait, me tirait sur l'épaule dans le cru de la viande. Ça me faisait gueuler un bon coup chaque fois et puis c'était pire. Après j'arrivais à faire moins de bruit avec mon cri toujours que l'horreur de boucan qui défonçait la tête, l'intérieur comme un train. Ça ne servait à rien de se révolter. C'est la première fois dans cette mélasse pleine d'obus qui passait en sifflant que j'ai dormi dans tout le bruit qu'on a voulu, sans tout à fait perdre conscience, c'est-à-dire dans l'horreur en somme. Sauf pendant les heures où on m'a opéré, j'ai plus jamais perdu tout à fait conscience. J'ai toujours dormi ainsi dans le bruit atroce depuis décembre 14. J'ai attrapé la guerre dans ma tête, elle est enfermée dans ma tête. Voilà, c'est en français. Et en estonien, ça fait ça. Moi, je suis comme Céline. Je retravaille mes traductions 10 000 fois, donc sûrement, il n'y a pas une seule phrase qui va rester comme ça, mais aujourd'hui, le 14 mai, c'est comme ça. Olen üsna kindel, et ma olin seal veel osa järgmisest ööst. Kogu mu kõrv vasakul pool oli verega maa külge kleepunud ja suu samuti. Nende kahe vahel oli üüratu müra. Ma magasin selles müras ja siis sadas tihedat paksu vihma. Kersuzon mu kõrval oli täiesti raske ja kange vee all. Ma liigutasin ühe käe tema laiba poole. Ma katsusin. Teist, seda ma enam ei suutnud. Ma ei teadnud, kus ta oli, see teine käsi. Ta oli üles kõrgele õhku tõusnud. Ta keerles õhus ja siis sadas ta alla tagasi ja hakkas mu õla küljest toore lihatükke rebima. Selle peale ma ürgasin iga kord valust ja siis oli veel hullem. Hiljem ma suutsin juba vähem lärmi teha, ikka karjuda ma mõtlen, kui see kohutav müra, mis mu pea õhku paiskas seestpoolt nagu rong. Ei olnud mingit mõtet vastu panna. See oli esimene kord, kui ma nende vilisevate mürskude keskel muda sees magasin, kogu maailma müras, ilma et ma oleks täiesti teadvust kaotanud õuduses ühesõnaga. Kui välja arvata tunnid, mil mind opereeriti, pole ma enam kunagi päriselt suutnud teadvust kaotada. Ma olen 14. aasta detsembrist maganud alati üüratu müra sees. Sõda jäi mulle pähe kinni. Ta on seal sees. Voilà. Et je voulais juste vous lire les 2 dernières phrases du livre. Moi, ça me semble voilà, il dit, c'est énorme la vie quand même, on se perd partout. Et j'ai l'impression que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, la littérature aussi. La vie est énorme, on se perd partout, tous les jours, mais grâce à ce genre d'œuvre, on se retrouve peut-être un jour.